tous, bienvenue pour ce nouvel atelier du Salon Lipsco, le Salon de la liberté pédagogique. Nous recevons Monsieur Thomas Jalot. Bonjour Monsieur. Bonjour Madame. Et nous allons consacrer les 20 minutes qui viennent à la question de comment choisir la meilleure école pour son enfant. Monsieur Jalot, est-ce que vous voulez bien vous présenter? Oui, alors donc je dirige la société Faber qui existe depuis 1953 et qui a été la première à lancer un guide des écoles privées. Et elle a embrayé avec un travail sur l'orientation pour proposer à la famille de savoir comment chercher une école privée. Donc nous avons ces deux grandes activités, à la fois d'être un annuaire des écoles privées et de conseiller les familles qui veulent chercher une école privée, qui ne savent pas comment la choisir. Et donc aujourd'hui, cet annuaire existe sous forme d'un site internet, www.faber.com. Avant, c'était un annuaire papier, mais depuis 2010, c'est un site internet. Et sur le plan de l'orientation, on fait des consultations pour la recherche des écoles et on propose aux familles aussi des bilans d'orientation pour aider les jeunes à se déterminer par rapport à Parcoursup. Et on a une troisième activité que j'ai lancée en 2004, qui est une activité d'éditeur. On édite des ouvrages sur le thème de la pédagogie, de la psychologie, de la psychothérapie, de la didactique. Voilà, et toutes ces activités sont en synergie l'une avec l'autre. D'accord. Monsieur Jalot, quelle serait votre propre définition de la meilleure école pour mon enfant? Alors, je dirais tout d'abord, je voudrais tordre le cou à une idée assez répandue qu'il y a de bonnes écoles et de mauvaises écoles. Souvent, on nous demande dans des consultations, les parents souhaitent avoir la meilleure école ou posent la question, est-ce que cette école est une bonne école? Et on leur répond toujours, toutes les écoles sont bonnes. La question de fond, elle est celle de l'adéquation entre le profil d'un enfant et le mode de fonctionnement de l'école. Vous pouvez avoir de très bonnes écoles à Paris, que ce soit publiques ou privées, qui vont parfaitement convenir à toute une série de jeunes et qui ne vont pas convenir à d'autres. Dans le premier cas, l'école est une bonne école. Dans le second cas, ça devient une mauvaise école. D'accord. Et parmi les critères que vous entendez souvent, quels sont les critères principaux que cherchent les parents? Est-ce qu'il s'agit de choix pédagogiques ou est-ce qu'on recherche d'abord la proximité géographique? Est-ce qu'il y a des différences de critères entre une école primaire ou une école secondaire? Quelles sont, on va dire, les grandes cases à cocher pour des parents qui cherchent un établissement pour leurs enfants? Alors ça dépend du niveau auquel on se situe, dans lequel on cherche. Alors commençons par le primaire. Alors le primaire, la plupart du temps, l'école va être à côté du domicile. Pour des raisons. Choix numéro 1. Oui, choix numéro 1. Bon. Le deuxième critère ensuite, entre le public et le privé. Le public, ça va être l'école de secteur, la proposition qui est du rectorat. Quand c'est le privé, comme vous le savez, les écoles ne sont pas sectorisées, donc on peut choisir son école, à condition d'être accepté. Bon. Mais évidemment, quand les enfants sont tout petits, sauf cas exceptionnel, on ne va pas passer une demi-heure, trois quarts d'heure chaque jour ou une heure en aller-retour pour amener son enfant dans une école et le ramener. Bon. Donc, quand c'est dans le privé, aujourd'hui, entre le sous-contrat et le hors-contrat, puisque ces deux secteurs existent, on voit que les parents qui choisissent le privé sous contrat, la plupart du temps, c'est parce qu'ils s'inscrivent dans l'idée de mettre leur enfant dans le privé jusqu'à la fin du secondaire, parce que trouver une école dans le privé en début de primaire, c'est la meilleure garantie de pouvoir trouver une école, parce qu'il n'y a pas de sélection sur un dossier scolaire. Absolument. C'est la proximité géographique qui va jouer, et la relation peut-être. D'accord ? Bon. Après, vous avez les familles qui cherchent une école hors contrat. Comme vous le savez, vous êtes bien placé pour le savoir, beaucoup d'écoles hors contrat se sont développées dans le primaire, sur les pédagogies Montessori, entre autres. Et là, on a affaire à des parents qui pensent à l'épanouissement de l'enfant et à des pédagogies différenciées.
Ils sortent, ils cherchent à trouver autre chose que le système classique dans le public ou le système assez souvent aussi classique dans le privé. La différence entre dans le privé sous contrat, la différence entre le sous contrat et le public, c'est que dans le sous contrat, il y a une plus grande vigilance par rapport au bien-être des enfants, par rapport au niveau scolaire, et que mais que ça reste quand même classique dans l'ensemble. Il n'y a pas de pédagogie alternative. À la fin du primaire, quand on est dans une école hors contrat, très souvent les parents basculent vers le public ou vers le privé sous contrat. Oui, et c'est vrai, et ceci dit, on voit depuis quelques années qu'il y a de plus en plus d'établissements hors contrat secondaire qui s'ouvrent, qui s'appuient sur leur expérience dans le primaire, et qui voient que ce sont des élèves qui arrivent après à rejoindre le système dit classique, post-bac, plus facilement qu'auparavant. Si je vous écoute, en fait, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est presque comme si les parents demandaient que l'école s'adapte à la problématique et au profil de leur enfant. Ce qui est un renversement de proposition par rapport au système qu'on a connu jusqu'à aujourd'hui. Alors, c'est une tendance de fond, sans aucun doute. Je dirais, un peu en caricaturant un peu la situation, qu'il y a l'école publique, mais également sous contrat, qui demande à l'élève de s'adapter à l'école, tandis que les parents souhaitent plutôt aujourd'hui que l'école s'adapte à l'élève. Donc, ce sont deux démarches et deux philosophies extrêmement différentes. En France, quand même, sur le système tel qu'il existe, je parle du système éducatif de l'éducation nationale qui englobe les écoles privées sous contrat et les écoles publiques. Bon. Aujourd'hui, se maintient quand même dans le public toujours le même système qui ne réussit pas à se remettre en cause du tout. Cette tendance même se renforce, je dirais. Dans le privé sous contrat, sans aucun doute, il y a petit à petit une évolution qui se fait et on voit un certain nombre d'écoles privées qui sont en train petit à petit de rentrer dans cette idée qu'il faut qu'ils puissent s'adapter aux élèves. Mais oui, c'est un long travail, il y a encore un long parcours à faire. Oui, s'adapter, c'est-à-dire prendre en compte les différents profils d'apprentissage. On sait qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de troubles de l'apprentissage, par exemple, oui, ce qui a conduit à l'émergence de nombreuses écoles hors contrat qui prennent en compte ces profils-là. Oui, alors la création de ces écoles hors contrat, c'est le signe de la défaillance du système public, où quasiment rien n'existe pour les élèves, on va dire, à besoins particuliers, que ce soit des enfants précoces, des enfants avec des troubles d'apprentissage, le trouble de l'attention, l'hyperactivité, etc. Bon. Donc, c'est le signe de la faillite du système public. Et dans le privé sous contrat, il y a peu de choses qui existent encore. Oui, c'est assez monolithique comme offre scolaire. C'est très monolithique. Dans le privé sous contrat, alors évidemment, les écoles hors contrat, elles créent des écoles qui répondent à des besoins particuliers, la plupart du temps, à pédagogie différenciée. Voilà, il y a quand même énormément d'écoles différentes et une très très grande diversité, plus importante encore que dans le privé sous contrat, où il y a aussi quand même une grande diversité, voilà, qui correspond à l'existence des différentes congrégations religieuses, par exemple, qui existent, aux histoires de ces écoles, qui peuvent être parfois très anciennes. Bon. Mais dans le sous-contrat, il y a aujourd'hui un certain nombre d'écoles qui sont destinées à des élèves aux besoins particuliers, uniquement ces élèves-là, et de plus en plus d'écoles privées sous contrat sont capables d'intégrer dans une classe de 30-35 élèves, par exemple, quelques élèves qui ont des besoins particuliers. Ça fait partie du projet pédagogique de l'établissement. Ce n'est pas le cas de tous les élèves, voilà, oui, de toutes les écoles, pardon. Les écoles qui sont ce que j'appelle le premier rang de classement en termes de résultats scolaires à Paris ou dans les grandes villes ne sont pas capables d'avoir cette démarche.
mais beaucoup d'autres écoles le font. Ce qui est une démarche inclusive qu'il faudrait souhaiter. Alors, c'est un système d'inclusion. C'est un système d'inclusion. Ouais. Voilà. Pour reprendre ce que je disais un peu sur l'idée que l'école doit s'adapter à l'élève, souvent, moi, dans les consultations que je fais la comparaison avec le système anglo-saxon. On est ce qu'on appelle dans les special needs, c'est-à-dire les besoins particuliers. On prend une classe et on peut la découper en 4 ou 5 morceaux, faire 4-5 sous-classes pour pouvoir s'adapter aux besoins particuliers de tel et tel et tel élève. En France, on n'est pas capable de le faire, ça, aujourd'hui. Encore. Et à vous écouter, je me mets à la place d'un parent d'élève qui cherche une école avec une pédagogie particulière. Quels conseils pourrait-on donner à ces parents-là qui souhaitent trouver une pédagogie dite alternative? Comment font-ils pour repérer la qualité du projet d'un établissement? Quels sont les moyens qui sont à leur disposition aujourd'hui? Alors les moyens, évidemment, il y a le site internet, les sites internet des écoles, voilà, où il y a un certain nombre d'informations qui sont données. Après, il y a quand même beaucoup le bouche à oreille qui fonctionne. Bon. Mais le bouche à oreille est quand même un conseil plus ou moins pertinent, parce que j'entends ça très très souvent. On me dit telle famille, tel parent m'ont dit que leur enfant était dans telle école et qu'elle était formidable. Et on se rend compte que par rapport à leur propre enfant, finalement, cette école ne correspond pas forcément. Voilà. Bon. Chacun a sa propre expérience avec ses enfants, avec telle ou telle école. Donc, il y a le bouche à oreille quand même qui peut être utile. Il y a les conseillers d'orientation comme le Centre Faber et autres structures de ce type-là qui sont des guides précieux. Après, je dirais que, alors je parle là uniquement du privé, bien évidemment, voilà. Je pense que la clé quand même, c'est de pouvoir rencontrer les écoles. Donc il y a les journées portes ouvertes pour les écoles qui en organisent, ce qui n'est pas le cas de toutes les écoles, et les rencontres avec les chefs d'établissement. Dans toutes ces écoles, qu'elles soient hors contrat ou sous contrat, je ne parle pas du public parce que là il n'y a pas de rendez-vous par contre, mais dans le hors contrat et dans le sous contrat, la plupart du temps, même dans les très gros établissements sous contrat, les rendez-vous se déroulent avec le chef d'établissement ou parfois avec un responsable de niveau. Mais la plupart du temps, avec un chef d'établissement, même des écoles qui ont 1000 ou 2000 élèves. Bon. Et là, je dis toujours aux parents, dans les consultations que je fais, si le courant passe, dites-vous que vous pouvez inscrire votre enfant. Si le courant ne passe pas, n'inscrivez pas votre enfant. Il ne faut pas insister. Pour quelle raison? Parce que ce sont des structures hyper pyramidales. C'est le chef d'établissement qui sonne le la dans l'établissement, c'est le chef d'orchestre, d'accord? Ensuite, tout le monde suit les consignes et il reflète parfaitement l'état d'esprit qui va exister dans l'école. Merci. Je voudrais qu'on revienne un petit peu sur les critères de choix d'une école. Est-ce que vous voyez des nouvelles problématiques qui émergent chez les parents dans le choix d'une école? Et je pense particulièrement à 2 points. Peut-être la question du numérique et aussi celle du climat scolaire. C'est des questions qu'on voit de plus en plus dans le débat éducatif. Et dans quelle mesure les parents, est-ce que vous avez l'impression que les parents vous posent plus la question qu'avant et que les écoles sont plus capables de répondre à ces grands défis que sont le numérique et le climat scolaire dans les établissements? Alors le numérique s'introduit petit à petit dans les écoles, de plus en plus. Voilà, le cartable électronique, tout ça, ça commence à se diffuser. C'est inégal selon les écoles privées, en tout cas, c'est inégal selon les établissements, les moyens financiers dont ils disposent, etc. Mais c'est quelque chose qui est en train de se mettre en place de manière assez massive, bon, dans les écoles hors contrat aussi. Sachant qu'il y a des parents pour qui c'est un critère de fuite, qui pensent ou qui croient que la qualité de la relation entre le maître et son élève est justement la relation humaine. En tout cas, ce n'est pas un critère du tout dominant dans la recherche des écoles de la part des parents. D'accord. Voilà. En réalité, ce que les parents cherchent beaucoup aujourd'hui, c'est précisément cette idée que l'école réussisse à s'adapter à leur enfant, voilà, c'est ça. C'est l'idée de l'épanouissement, ça c'est quelque chose qui revient de plus en plus. Beaucoup de parents nous disent, moi ce qui m'importe, ce n'est pas une école qui le fasse réussir à 100% sur le plan scolaire, c'est une école qui soit aussi capable de lui permettre de s'épanouir. Donc s'épanouir, ça veut dire le respect de la personne de l'élève, voilà, ce qui n'existe pas partout, oui. Loin de là. Bon. Ça veut dire
mettre en place des activités qui permettent de s'épanouir. Donc, il y a des écoles privées, par exemple, où il y a toute une série d'activités qui existent, qu'elles soient hors contrat ou sous contrat, sportives, extrascolaires, des activités théâtrales, et ainsi de suite, des animations, des soirées. Là, confier des responsabilités aux élèves par rapport à l'établissement, par rapport aux autres élèves, des systèmes de tutorat, etc. Voilà. Tout ça contribue à l'épanouissement des élèves parce que ça les responsabilise et ça leur permet de grandir. Voilà. Et ça évite de les infantiliser en quelque sorte. Bon. Ça, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup chez les parents aujourd'hui. Ils sont à la recherche du bien-être de leur enfant au sein de l'école. Ce qui est une gageure pour vous, j'imagine, de pouvoir évaluer les établissements sur ces questions-là. Alors qu'il y a beaucoup de classements aujourd'hui, on aime les classements. Tous les ans, il y a le marronnier de la presse éducative, c'est les classements. Et je voudrais qu'on parle de ces classements et de la question de l'orientation dans le secondaire. Parce que les choses bougent énormément. On a eu la réforme de Parcoursup, la réforme du bac, avec plus de contrôle continu. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire là-dessus? J'imagine que les parents ont beaucoup plus de questions qu'avant sur le choix du secondaire, puisque le choix de l'école devient plus engageant plus tôt. Alors, avec la réforme du bac en particulier, là, on assiste à une montée en puissance de la demande d'information par rapport aux enjeux du lycée. Très tôt. Oui. Alors, de toute façon, en troisième, la question vient sur la table, par définition, puisque la troisième, c'est le grand moment de l'orientation dans tous les établissements privés sous contrat et publics. Il faut savoir qu'en France, vous avez presque 45% des élèves qui sont orientés vers la voie professionnelle. Malgré eux ou qui demandent à l'être? C'est une orientation par l'échec. C'est ce que j'appelle une orientation par l'échec. C'est-à-dire que le système fonctionne de telle façon qu'on laisse passer les élèves de classe en classe pendant le collège, je parle du collège bien évidemment, là, bon, parce qu'on sait qu'en troisième, les mâchoires du système vont se refermer sur l'élève en quelque sorte. Bon. Et qu'à ce moment-là, on va lui dire, puisque la voie professionnelle existe, on va lui dire, bon, tu n'as pas le niveau pour passer en seconde générale et technologique, il faut que tu t'orientes en professionnel et il faut que tu choisisses un bac pro ou un CAP parmi les 200, 250 qui existent. Voilà. Évidemment, c'est une épée dans les reins. Voilà. Comment peut-on, quand on arrive en troisième, qu'on n'a pas réfléchi à son projet d'orientation professionnelle et qu'aucun travail n'a été fait en amont par les établissements, parce que l'orientation en France reste quand même extrêmement mal faite, il y a très peu de choses qui sont réalisées. Bon. Comment peut-on choisir à ce moment-là son métier? Parce que c'est ça. L'orientation professionnelle, l'enjeu, c'est de choisir son métier. Est-ce que je veux être charcutier, boucher, coiffeur, employé de commerce? Voilà. Sachant que c'est une minorité d'élèves orientés dans le professionnel qui, après un bac pro, parce qu'un CAP ne permet pas d'études supérieures, après un bac pro, c'est une minorité qui s'engage ensuite dans des études supérieures, avec souvent l'obligation de faire une année passerelle pour trouver le niveau suffisant pour pouvoir, par exemple, s'engager dans un BTS. D'accord. Donc, ça, c'est un des moments importants. Donc, après, vous avez les élèves qui passent en seconde générale et technologique, où il y a un nouveau moment d'orientation à la fin de la seconde. À nouveau, il y a les élèves auxquels on dit « ça va être compliqué pour toi de poursuivre en première générale ». Donc, il faut que tu t'orientes plutôt vers un bac technologique, vers un des 8 bacs technologiques qui existent. Tous les bacs, qu'ils soient généraux ou technologiques, permettent de se préparer aux études supérieures, pas de la même façon. Néanmoins, en seconde générale, on va demander aux élèves qui veulent poursuivre dans la voie générale, pour le bac général, de choisir parmi la dizaine d'enseignements de spécialité proposés aujourd'hui, d'accord? Donc la combinaison 3 enseignements en première et on en garde 2 en terminale, puisque le 3e enseignement de spécialité, il y a eu une épreuve en fin de première. Et ce choix d'enseignement de spécialité est extrêmement important parce qu'il doit être fait en fonction du projet post-bac qu'on a. Je prends un exemple. Si on veut faire médecine, il faudra forcément prendre maths, physique, chimie, SVT. D'accord? Bon.
Si on n'a pas appris ça, si on a pris une langue et histoire géo, voilà, histoire politique, bon, eh bien on a tout faux et on ne pourra pas faire enseignement de médecine ensuite. D'accord ? Ça veut dire que l'école demande de renoncer à des choix de cœur, peut-être. Pas forcément, mais quand on arrive en seconde, la question qui va se poser, est-ce que par rapport au projet post-bac que j'ai, si j'en ai un, c'est aussi une question, si j'ai un projet post-bac, est-ce que j'ai les bonnes compétences requises par rapport aux enseignements de spécialité réclamés pour ce choix post-bac, voilà, pour pouvoir réussir. Sachant que l'enjeu ensuite, c'est qu'en terminale, au moment de Parcoursup, d'accord, il va falloir, par rapport aux vœux qu'on va formuler, présenter ces bulletins scolaires de première et de terminale pour que les écoles auprès desquelles on postule dans le supérieur valident votre choix, c'est-à-dire est-ce que votre dossier est éligible pour ces écoles. À vous écouter, on a l'impression que les parents c'est une sacrée gageure pour les parents. Est-ce que vous êtes plus sollicité qu'avant des services comme Faber sur l'orientation de ces jeunes qui demandent un travail fou beaucoup plus. Ouais. Parce que aujourd'hui, on le voit, on n'a jamais eu autant de demandes en seconde. Voilà. Les parents se rendent compte qu'il faut qu'ils soient aidés pour pouvoir choisir les enseignements de spécialité au deuxième trimestre de seconde, voilà, pour le passage en première, et que ces enseignements de spécialité, ils doivent correspondre quand même à une projection post-bac minimale de l'élève, d'accord, et qu'ensuite ces enseignements de spécialité, ils puissent réussir dedans, voilà. Et donc qu'il ait les compétences requises. Si je ne suis pas du tout bon en maths ni en physique, par exemple, eh bien, si je veux devenir médecin, ça va être compliqué. Absolument. Monsieur Jalot, est-ce que aujourd'hui les parents laissent plus de choix à leur enfant, laissent plus de place à leur enfant dans le choix de l'école? Quand vous recevez des parents, est-ce que l'enfant est là? Quelles sont les questions qu'on lui pose? Quelle est la façon dont vous procédez? Alors, on demande toujours aux enfants d'être là. Toujours. Toujours, quel que soit leur âge. C'est très important pour nous de voir l'enfant, voilà, pouvoir parler avec lui, son comportement, et à partir d'un certain âge, en fonction de ce qu'on ressent aussi en termes de maturité, on essaye surtout de s'adresser aux jeunes dans l'entretien. Donc je peux vous dire par exemple qu'il y a des entretiens que je fais, je ne sais pas, un ado par exemple qui a 13-14 ans, d'accord, les parents s'asseyent, l'enfant aussi, voilà, bref, on leur fait remplir un questionnaire, et je commence toujours par exemple, une maison qui s'appelle Auguste, je lui demande, alors Auguste, pour quelle raison venez-vous me voir aujourd'hui? Et là, tout de suite, on voit se dessiner le portrait de la famille. C'est-à-dire qu'il y a des entretiens, parfois, les parents ne parlent presque pas. L'entretien se déroule presque uniquement avec le jeune. Ça, évidemment, c'est à partir d'un certain âge, hein, bon, bien sûr. D'autres fois, à peine a-t-on posé cette question aux jeunes, les parents veulent intervenir. Ça dit un certain nombre de choses, tout ça, hein, voilà. Donc on prend en compte aussi, je veux dire, le fonctionnement de la famille. C'est-à-dire qu'on procède de manière systémicienne, en quelque sorte. Voilà, on tient compte des interactions qui existent au sein de la famille et comment elle peut influer sur le comportement de l'enfant, son attitude et sa réussite scolaire aussi, parfois. D'accord ? Donc, on essaie de faire participer le plus possible le jeune à l'entretien et on dit toujours aux parents qu'il faut que le jeune participe au choix des écoles, d'accord, qu'il intervienne. On voit des jeunes qui ont des avis très tranchés sur les écoles. Quand on leur présente les écoles qu'on leur recommande, les écoles privées qu'on leur recommande, et bien souvent, ils expriment leur opinion par rapport à ce qu'on leur dit. Ils disent « Ah, mais celle-là, ça me plaît beaucoup, j'aime bien cette démarche, cette pédagogie, etc. » Et ils vont toujours en rendez-vous et ils expriment la plupart du temps leur avis après les rendez-vous. Et ils font le choix avec les parents la plupart du temps. C'est un choix commun. Après, on tient aussi beaucoup compte, c'est ce qui est posé comme question dans le questionnaire, c'est quelles activités ils ont, par exemple. En sport, ça aussi, un jeune qui ne fait pas du tout de sport, un autre, par exemple, qui fait
6 heures par semaine de karaté, par exemple. Voilà. On sait que c'est des profils assez différents. Il y a une pugnacité, très certainement une volonté importante a priori chez celui qui fait 6 heures de karaté par semaine que chez celui qui ne fait rien du tout, qui n'a jamais fait de sport. On leur demande s'ils ont de la lecture, s'ils jouent aux jeux vidéo, combien de temps, etc. Voilà, on a une série, combien de temps ils travaillent chaque jour sur leurs devoirs. Voilà, on a toute une série de questions qu'on leur pose pour essayer de comprendre comment ils fonctionnent sur le plan scolaire, sur le plan familial. On pose aussi la question de la vie familiale elle-même, du couple, voilà, du couple de parents. Est-ce qu'ils sont divorcés ou pas? Est-ce que c'est un enfant adopté ou pas? Très souvent, on a affaire à des familles recomposées également. Voilà. Et tout ça, on voit que ça influe quand même beaucoup, évidemment, sur le parcours scolaire du jeune. Les familles très perturbées par des divorces, voilà, en général, ça a un impact important sur la scolarité des enfants. Monsieur Jalot, je vous remercie pour ces conseils sur l'épineuse question du choix de la meilleure école pour mon enfant. Si vous souhaitez retrouver les coordonnées de l'annuaire Faber, vous les trouverez sur le site de lipsco.fr, sur la page des intervenants. Et je vous dis à très bientôt.